après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSite. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir sur ce troisième café de campagne organisé par InSite, le réseau des Erasmus ruraux, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire le réseau qui participe à impliquer des jeunes en service civique dans des villages de quelques dizaines, de quelques centaines d'habitants au service de ces héros du quotidien que vous êtes tous et toutes, des élus locaux, des responsables associatifs, des commerçants, des artisans, des paysans qui tous les jours inventent des solutions au service de leur territoire. C'est l'enjeu et le but de notre association InSite, à la fois de mettre en place cet Erasmus rural où on permet à des jeunes en service civique de vivre en colocation dans des villages, et puis de travailler autour d'un concept qu'on appelle artisan d'idées. Et les cafés de campagne font partie de cette démarche-là où l'idée est de casser l'atomisation des territoires ruraux en connectant toutes ces initiatives extraordinaires que nous voyons tous les jours sur le terrain et que nous avons envie de mettre en lumière, et surtout de les connecter entre elles pour faire en sorte qu'une expérience fort utile dans le sud de la Corse, comme Marc Justa, je ne sais pas s'il y a notre ami Paul Jo qui est là, puisse servir à une initiative du nord de la Somme et que les gens puissent se connecter, se connaître et co-construisent ensemble. Voilà, donc c'est le troisième. On avait fait des cafés confinés pendant le premier confinement et pendant 8 semaines, toutes les semaines, on organisait un café confiné avec des acteurs de la ruralité. Et un de nos premiers intervenants avait été Cédric Zabot, d'ailleurs, qui m'a dit qu'il viendrait nous faire un petit coucou. Je ne sais pas si Cédric est là. Et puis, on s'est dit que ça serait dommage de casser cette initiative-là après le confinement. Et donc, on a choisi d'en faire un par mois avec souvent 3 acteurs. La présentation d'un maire rural, d'une initiative qui nous paraît pertinente, et puis ensuite d'une initiative culturelle ou culinaire, on va dire ça. J'aimerais bien qu'on organise ça dans les mois qui viennent, qu'on mette en avant des gens qui font la promotion d'un produit de qualité, parce que je pense aussi que notre ruralité vient aussi de son authenticité et de la qualité de ses produits, en plus de la qualité de ces hommes avec un grand H. Ce café de campagne est un peu particulier. Nous n'aurons que 2 intervenants. Donc, il y a Solène qui nous parlera tout à l'heure d'une très belle initiative de valorisation des acteurs de la ruralité dans le champ de l'environnement. Élodie animera cette petite partie. Mais sur la première partie, nous avons demandé à Michel Fournier, nouveau président de l'AMRF et maire des Voivres, magnifique petit village qu'il a pris où il y avait, tu me dis Michel, mais je crois 180 habitants, tu as près de 350 aujourd'hui, il y avait 9 écoliers, il y en a près de 80 aujourd'hui, et Michel qui a pris la tête de la MRF il y a quelques semaines, et on lui a demandé, et vraiment je te remercie très, très chaleureusement d'avoir accepté de venir témoigner pendant ce troisième café de campagne. Alors Michel, c'est un garçon qui est fort connu dans la ruralité française, qu'un personnage célèbre, dont je dirais le nom, dit de lui qu'il n'est pas guidé par ses peurs. Et donc, n'étant pas guidé par ses peurs, il ose. Et donc, il a osé plein de choses. Il a osé en tant que maire, en tant que défenseur de la ruralité, plus globalement, en tant que premier vice-président de la MRF. Et je suis convaincu qu'il va continuer à oser en tant que président de la MRF, tant cette question des ruralités, à nous toutes et tous qui sommes réunis aujourd'hui, est importante parce que je crois que c'est vraiment le temps de la ruralité. S'ouvre une période un peu étonnante après la métropolisation à tout crin qui s'est développée pendant des décennies. Nous ouvrons une nouvelle période, je crois, qui est celle des ruralités, non pas en opposition à la question urbaine, mais bien en complément des autres territoires qui ne sont pas ruraux, qui n'ont pas la chance d'être ruraux. Et moi, en tant que rural, je pense souvent aux urbains aujourd'hui qui traversent une période difficile, et je leur dis bienvenue à la ruralité, venez nous voir dans nos territoires parce qu'il y fait bon vivre et nous savons y garder des liens sociaux forts qui construisent une société peut-être un peu différente de celle que nous avons connue ces dernières décennies.
Voilà, et donc très heureux de t'accueillir, Michel, en tous les cas pour ce troisième café de campagne. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, ben, pour celles et ceux qui vivraient sur une autre planète et qui ne t'auraient pas encore connu, j'aimerais que tu te présentes très simplement et que tu présentes un petit peu ton parcours d'élu. Voilà. Ok. Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je sais qu'on va procéder par questions et donc le temps est compté. Donc, on va essayer d'être bref. Et je vais essayer d'être plus bref que toi d'ailleurs, Thibault. Bien joué, très heureux. Alors, je m'appelle donc Michel Fournier, j'ai 70 ans. Je suis élu dans le village de Lévoivre comme conseiller municipal depuis 83 et comme maire depuis 89. Donc, oui, je ne sais pas combien que ça fait de mandat, mais enfin, ça fait pas mal. Et la particularité, ça me semble important, c'est que je ne suis pas originaire des Voivres. Je suis un étranger, dans la mesure où je suis originaire d'un village de 100 habitants à 30 km des Voivres. Et dans la ruralité, on est vite d'autre part. Donc ça, je pense que c'est important de le redire parce que ça peut permettre des fois de comprendre ce qu'il faut, un peu les efforts qu'il faut faire pour arriver à mobiliser et surtout à faire en sorte d'être accompagné par d'autres. Alors ça veut dire aussi, et chacun le sait, dans les villages où les élections se font encore, comment dirais-je, non pas par liste, mais tout simplement, on peut panacher. Je n'ai pas de famille localement. Donc, quand tu comptes tes voix, eh ben, tu es bien obligé vous avez tous compris pour ceux qui éventuellement sont élus ou veulent l'être. Alors, très simplement, j'ai été agent commercial pendant une grande partie de ma vie professionnelle et également commerçant fleuriste, avec un magasin pour faire simple, un magasin sur Bain-les-Bains qui est l'ancien chef-lieu de canton à proximité des Voivres qui avait 1500 habitants à l'époque et qui est à 5 km des Voivres. Les Voivres et Bain-les-Bains, on est dans le sud du département des Vosges, dans un secteur que l'on appelle la Vosges et qui se trouve à la limite de la Haute-Saône, donc de la Franche-Comté, et qui se trouve donc en limite de la région Lorraine, mais l'extrême limite, et on est en gros à 30 km d'Épinal. Voilà. Et donc, le fait d'avoir été dans ma vie indépendant professionnellement et toujours indépendant, bon, fils de paysan bien entendu, moi-même cotisant à la MSA pendant un certain nombre d'années, comment on appelait ça, de solidarité ou un truc comme ça, quoi. Bon, bref, ça veut dire quand même pas éloigné de la terre pour faire simple. Quand je suis devenu maire, la problématique était l'école, dans la mesure où il y avait effectivement plus d'enfants ou très peu, 9, et donc on a fait tout un ensemble d'opérations. Là, je vais aller très vite parce que sinon on ne ferait que cela. Tout un ensemble d'opérations pour faire venir des familles extérieures à la commune. Et leur proposer quoi? Leur proposer tout simplement, puisqu'il y avait 200 habitants et non pas 180 comme tu l'as dit, il y avait 200 habitants et il y avait surtout beaucoup de corps de ferme en très mauvais état ou abandonnés, etc., etc. Donc il a fallu convaincre de pouvoir racheter, ça a été le premier effort à faire parce que les gens ne voulaient pas forcément vendre, hein, même s'il n'y avait qu'une remorque dans l'ancien corps de ferme. Donc acheter, rénover, et puis surtout mettre à disposition de familles qui voulaient bien venir s'installer chez nous avec des enfants. Et comme il n'y avait pas de réponse économique traditionnelle par rapport au travail, le seul intérêt que l'on pouvait avoir, c'était d'offrir une particularité, on est en 90, de faire en sorte que ces familles puissent devenir propriétaires de leur maison. Et des gens qui n'auraient jamais eu de prêt bancaire et qui n'auraient jamais eu la possibilité de devenir propriétaires sous une forme pour faire simple, de crédit bail ou particulier ou de location-vente. Ce qui fait qu'effectivement, on est monté jusqu'à 75 enfants à un moment donné,
quelques années après. Mais très rapidement, en 3 ans, d'une fermeture d'école, on a fonctionné avec trois classes, dont une maternelle que l'on a construite. Pourquoi? Parce que tout cela s'est réalisé comme on n'avait pas des moyens financiers extraordinaires. Il a fallu aussi trouver des solutions, et les solutions principales, ça a été de s'aider et de s'appuyer sur la création d'un chantier d'insertion en 90, ce qui fait que l'on est toujours dans un dispositif aujourd'hui qui s'appelle l'IAE, insertion par l'activité économique, et que j'ai dû embaucher depuis ce temps-là, je pense à peu près, ou aux environs de 600 personnes qui sont passées dans la commune. Et dans un secteur où le canton, à l'époque, avant le regroupement de cantons, avait 4000 habitants, 4500 habitants. Donc voilà, donc toute cette opération a créé une dynamique. Bien entendu, on est maintenant 330 habitants aussi, mais on est au niveau de l'école, on s'est associé avec le village à côté, et on est en RPI aujourd'hui parce que pendant 15 ans ou 16 ans, ou je ne sais plus, on a été indépendant, mais maintenant, les enfants ont grandi, on n'a pas forcément renouvelé l'opération puisqu'on s'est intéressé à d'autres choses. Voilà pour la présentation. Dire aussi que ça s'entraînait plusieurs autres projets, et notamment on a créé très rapidement un centre d'éducation à l'environnement avec la reconstruction d'un hôtel, on va dire un hôtel avec une capacité de 60 lits dans un des anciens cours de ferme, et la valorisation d'un étang, de manière à ce qu'on est dans les années 94, vous voyez, ça a été très rapide, et avec comme objet social de ce centre d'éducation à l'environnement, en 94, l'eau et la citoyenneté. Ça veut dire que voilà, on est aujourd'hui encore dans le coup par rapport à cela, puisque aujourd'hui c'est beaucoup plus tendance. Et puis, en parallèle, on a également créé une zone d'activité sous laquelle il y a encore 3 entreprises. Il y a toujours eu. Il y a 3 entreprises. On est à peu près à une 50aine d'emplois maintenant sur cette zone d'activité. Et puis, plus récemment, on a créé, en partenariat avec le pays d'Épinal, puisque dans un dispositif qui s'appelait Pôle d'excellence rurale, sous la filière bois, et je suis devenu après président de l'intercommunalité locale, donc ça s'appelait la Comcom du Val de Vosges. On a créé une couveuse d'entreprise, et de cette couveuse d'entreprise liée à la filière bois, qui existe et qui est toujours sur la commune, nous avons encore 5 prétendants à la création d'entreprises qui existent. Mais par contre, une des entreprises s'est installée sur la commune, elle s'appelle INBO, et cette entreprise a maintenant une 20aine de salariés, et la création est des lunettes monture bois, des vélos bambou et des skates. Voilà pour résumer. Vous dire aussi, parce que c'est quand même important, vous vous appelez café de campagne, on a repris également le café-restaurant du village, et le café-restaurant du village nous appartient, et c'est un gérant qui est en place à l'heure actuelle, et ça fait maintenant 15 ans, je crois, que l'on a repris ça, que l'on a complètement transformé, agrandi et tout, et voilà quoi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour rapidement des actions qui ont pu être faites aujourd'hui dans le village. Merci Michel pour cette introduction et ta présentation. Donc on peut voir toute la créativité sur un village rural que tu as pu mettre en place avec les équipes durant ces dernières années, ce qui montre bien la capacité d'agir des élus locaux et l'inventivité qu'il est nécessaire d'avoir, je dirais, surtout dans un contexte particulièrement difficile. Alors Michel, maintenant dans la deuxième partie un peu de notre entretien, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'actualité des ruralités aujourd'hui. On a un nouveau secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud, qu'on a vu à INSIT vendredi dernier, avec lequel on a pu parler. On a eu un deuxième comité interministériel aux ruralités le 14 novembre dernier. Tout ça s'inscrit dans un agenda rural.
L'ANRF a joué un rôle tout à fait essentiel, y compris même pour décrocher ce secrétariat d'État aux ruralités. Ça n'a pas été une mince affaire. Voilà, donc j'aimerais que tu nous dises un petit peu ton sentiment aujourd'hui sur là où on en est de toute cette actualité et comment tu vois les enjeux qui se posent à court terme et à plus long terme. Oui, alors malheureusement, on est obligé de faire un peu d'histoire et d'historique, parce que le premier comité des ruralités s'est déroulé également dans les Vosges, à mon initiative d'ailleurs, et avec l'opération Mille Cafés de Borello en ce qui concerne, d'accord. Donc voilà. Et par contre, ce que l'on peut dire, c'est que si effectivement les choses aujourd'hui s'éclaircissent un peu en ce qui concerne la ruralité par rapport à ce gouvernement actuel, c'est tout simplement parce qu'on a quand même permis une chose importante, c'est renouer le dialogue avec les citoyens par le fait de l'opération entre guillemets mairie ouverte, qui a été une réponse formidable vis-à-vis on peut le dire, d'une certaine violence ou déroute qui existaient liées. Alors, je ne mets pas en cause la légitimité des Gilets jaunes, pas du tout. Hein. C'est pas cela, c'est simplement qu'il y avait des débordements que l'on a vus sur Paris notamment, et puis ailleurs. Hein. Il y en a eu aussi sur Toulouse, hein, puisqu'il y a des gens de ce secteur. Et donc, nous, la réponse que l'on a apportée, les maires ruraux, c'était de dire on va faire renouer le dialogue entre le citoyen et l'élu. Et nous sommes bien placés pour ça, parce que nous représentons la proximité. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu le confinement. Et le premier confinement, on s'est aperçu, là aussi, que les élus tant décriés, les élus ruraux, où on voulait rassembler les communes à tout prix, où on voulait machin, eh bien, on s'est aperçu que ces élus représentaient quand même des gens intéressants pour faire en sorte que les règles sociales, j'allais dire, puissent continuer à demeurer, y compris dans nos villages. Et donc, naturellement, on a poussé le bouchon un peu plus loin. Nous avions, et nous avons toujours, une ministre qui est Jacqueline Gourault, aux solidarités, qui est très sensible, il faut bien le dire, très sensible à la ruralité, de par son origine d'élue, mais qui est quand même une adepte fervente de l'intercommunalité à tout prix, et donc qui fait que quelquefois, voilà, ça ne se passe pas aussi facilement que cela. Et donc on a souhaité, au même titre qu'il y avait un secrétaire d'État à la ville, à la mer, etc., et tu as raison de souligner que les maires ruraux, ils sont pour beaucoup. Ce secrétariat, on peut dire que c'est une exigence que l'on a réussi à obtenir de la part des maires ruraux. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on en fait? Qu'est-ce que l'on fait de ce secrétaire d'État aux ruralités? Qu'est-ce que l'on fait de cette ministre de la cohésion des territoires? Qu'est-ce que l'on fait également du Premier ministre? Parce qu'il ne faut pas oublier que Castex, c'est quelqu'un de l'Occitanie, hein, qui était maire aussi récemment encore. Hein. Gersois même, tu peux même préciser qu'il est gersois même d'origine. D'origine, il est gersois? Absolument, il est du Gers. Ah bon? Bon, ah ben t'as l'air déçu. Non, je dis, nul n'est parfait. Hein. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui peut comprendre enfin, qu'il a vécu des situations. Mais Édouard Philippe a été aussi un interlocuteur intéressant, et notamment dans la deuxième partie de sa présence en tant que chef de gouvernement. Il ne faut pas oublier que grâce à Jacqueline Gourault et aux élus qui ont travaillé, et notamment chez nous Dominique Dumeau, eh bien, on a mis en place l'agenda rural, et on va y venir parce que c'est ça qui est important. Et cet agenda rural, il avait été réclamé par notre président Vanik Berberian lors d'un repas que nous avions eu avec Édouard Philippe en 2018, en disant « Ok, vous ne voulez pas une loi sur la ruralité, mais il nous faut quand même une
une ligne de conduite claire, affichée, et cette ligne, ça doit être quelque chose comme la déclinaison de l'agenda rural européen, l'agenda rural. Et donc ça a été un travail qui était et qui aujourd'hui est en fait, parce que le fait de faire un agenda, c'est une chose. Il y a des mesures dedans, 180 mesures ont été retenues par Édouard Philippe lors de notre congrès à Eppe-Sauvage dans le Nord. Et aujourd'hui, dans ces 180 mesures, eh bien, on demande à Giraud de les mettre en musique et surtout de faire en sorte que la plupart puissent avoir leur consistance, ce qui n'est pas toujours acquis, parce qu'il y a toujours des freins. Et ça, on le sait très bien, quoi. Voilà, pour dresser un petit peu où on en est et quel est le travail sur lequel on va s'atteler et surtout sur lequel on ne va rien céder dans la mesure où pour nous, on considère que cet agenda rural, c'est pas, voilà, c'est pas il faut pas que ça devienne quelque chose, vous savez, on a l'habitude, hein, on sait comment on fonctionne en France. On organise, on fait une réunion, on fait des réunions, et puis voilà, on a un beau dossier, et puis ce dossier, ben, on le referme, et puis point barre. Et nous, on va être très vigilants pour faire en sorte que sur des axes prioritaires comme la médecine, comme l'école, comme l'aménagement du territoire, comme différentes choses, quoi. Et on avance pas à pas là-dessus. C'est vrai que tu as raison de dire que souvent on annonce, l'effet d'annonce est souvent redoutable parce qu'à la fois il casse une dynamique et il faut suivre derrière pour garantir de déboucher sur un certain nombre de choses. De la même façon, on annonce très volontiers des milliards qui sont distribués sur un certain nombre de sujets. Ça fait très bien et puis on se rend compte après que dans le détail, c'est toujours un peu plus compliqué et qu'il faut arriver à suivre les choses. Je regardais peut-être interroger sur ce deuxième comité interministériel qui a eu lieu le 14 novembre dernier, où était annoncé entre autres la création de 33 campus connectés d'ici la rentrée 2021, qui n'est pas inintéressant pour nos territoires ruraux, la question du développement des points France Service, les questions de santé qui ont été abordées. Est-ce que toi, tu es un peu associé en amont? Est-ce que la MRF est un peu associée en amont? Est-ce qu'il y a un retour qui t'est fait après? Comment ça fonctionne un peu, Michel? Alors, déjà, comme tout, hein, il y a une histoire. Au départ, il y a aussi une histoire d'homme avec un grand H, hein, homme-femme. Hein, le problème, il n'est pas là. Histoire de relation, quoi. Hein, c'est-à-dire, donc, il faut être très présent et il faut que beaucoup d'entre nous soient très présents constamment, y compris, pas forcément au niveau parisien, hein, mais y compris sur le terrain, parce que tout doit être relayé localement. Aujourd'hui, on est 79 associations au niveau de la France, donc ça veut dire qu'on a 79 relais départementaux qui peuvent appuyer et qui peuvent faire remonter aussi par rapport au préfet, puisqu'on a mis en place chacun est marié avec un préfet maintenant. On a créé un couple là. Bon, des fois ça se passe bien, des fois comme tous les couples, c'est pas si évident. Mais toujours est-il que il y a deux interlocuteurs de choix qui est le maire et les préfets. Alors, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, hier, on avait encore une visio avec Joël Giraud. Demain, j'ai une visio avec Gouraud et Pompili, etc. Aujourd'hui, il y a la visio qui permet... Mais on n'est pas une semaine sans avoir un ou deux ministres en visio ou en relation. Ce qui fait que on a quand même les informations d'une façon précoce. Ça veut dire qu'on peut agir ou on essaie d'agir avant que les choses n'arrivent plus directement au Parlement ou au Conseil des ministres. Voilà comment on travaille. Mais par contre, on n'est pas toujours, bien entendu, on n'est pas toujours satisfait parce qu'on sait aussi que les impératifs des gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne sont pas forcément les impératifs que nous, on souhaiterait voir arriver, quoi. Voilà, c'est une question de pression, c'est une question de lobbying, et on ne savait pas trop bien faire cela, parce qu'on est un peu pur, on est des gens simples dans leur... on n'est pas... Il y a des politiques qui sont déjà dans la troisième élection qui va suivre. Et nous, on ne calcule pas comme ça. On a nos citoyens, nos administrés qui ont des besoins
et on veut les régler au mieux parce qu'on est au service de ces administrés. C'est pour cela que l'élu local, il est reconnu. Voilà comment on fonctionne. Alors, par rapport à ce que tu vois quand même, pour reconnaître aussi l'importance de notre structure nationale, c'est que normalement, s'il n'y avait pas eu le confinement, eh bien, le comité interministériel se déroulait lors de notre Assemblée générale, couplé avec notre Assemblée générale à Lyon. Donc, ça prouve encore que cet affichage-là, on ne considère pas qu'on est utilisé, on considère que c'est nous qui allons l'utiliser de manière à pouvoir continuer à faire pression. Merci Michel. Alors, il est 13h30. Je propose qu'on bascule maintenant sur les questions. On a déjà plusieurs questions sur le chat que je vais te lire. Une à laquelle on peut répondre facilement, c'est quelle relation avec Alexandre Jardin, qui était la phrase que je lui ai empruntée tout à l'heure te concernant, et Bleu Blanc Zèbre. Alors, il se trouve qu'INSIT est adhérent à Bleu Blanc Zèbre et que je suis moi-même délégué, en plus d'être élu local, maire d'un petit village du Gers, vous l'avez compris. Je suis également délégué général du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, qui s'est construit autour d'abord de la question rurale et en partenariat avec les maires ruraux. Alors, j'ai deux questions. Quelle proposition de la MRF sur le maintien des seniors dans leur environnement rural? Et une autre question que je te dis tout de suite, n'avez-vous pas le sentiment que sur la question des déserts médicaux, nous ne sommes pas allés au bout du sujet? Alors, pour la première question, Alexandre Jardin et en fait, ce que les seniors, ça fait partie de l'agenda rural, c'est une des mesures que l'on souhaite. Mais s'intéresser aux seniors, c'est faire aussi des constats. Et ce constat, on l'avait même fait avant le Covid et avant le confinement. Il y a une réalité. Tout gouvernement qui se sont succédés ne veulent que plus grand, que plus gros, que plus rassemblé, que plus. C'est de la folie, hein, c'est de la folie. Et donc, c'est pareil également pour les aînés. On ne veut que de grosses structures et on s'aperçoit que finalement, ces grosses structures, ça devient naturellement des clusters et chacun le sait, dans tous ces départements, on en est là. Et pourtant, nous, même, on avait anticipé ça parce qu'on a quand même un souci primordial. Ce souci, c'est d'avoir des centres de bourg et des centres de village qui ne soient pas en déshérence comme beaucoup le sont. Et donc, on avait affiché des volontés de recherche de financement particulier pour revitaliser ces centres-bourgs, de manière, effectivement, pour différentes raisons, économie de la terre, mais aussi, surtout, pour cet aspect. Et pour qu'il y ait une solution globale, eh bien, on avait entériné le fait que la réponse de l'occupation de ces centres-bourgs pourrait être nos personnes âgées. Donc, en fait, des petites structures, des mini-structures avec un équipement, avec des services, et notamment, tu as précisé, services médecins et autres, voilà, qui soient donc voilà la réponse que l'on peut. Donc, on va poursuivre là-dedans parce qu'on pense qu'on a raison. Et puis, en ce qui concerne la médecine en milieu rural, là, c'est clair qu'on ne s'y retrouve pas. Et à un moment donné, il faut bien aussi dénoncer les lobbies exercés par le milieu médical et notamment par les médecins. Ça, c'est clair. Les médecins ne veulent pas accepter de mesures coercitives et pourtant, je veux dire, il y a aussi une obligation de réponse que tout administré, toute personne, tout citoyen, toute personne, tout individu doit pouvoir obtenir une réponse satisfaisante pour des choses qui sont primordiales et notamment par rapport à sa santé. Et aujourd'hui, il n'est plus normal que beaucoup de territoires ruraux, mais pas seulement quelquefois, mais si on s'intéresse aux territoires ruraux, se retrouvent sans réponse, mais vraiment sans réponse. Et je peux prendre qu'un seul exemple, hein, celui qu'on peut connaître chacun dans sa famille où effectivement le médecin part à la retraite, eh bien les personnes qui étaient ses clients ou ses patients, puisqu'on appelle ça une patientèle, eh bien cette patientèle ne trouve pas d'autres médecins généralistes pour. Alors on propose des réponses.
notre collègue John Billard est à l'initiative d'une expérience de télécabine, de consultation dans sa mairie, etc. C'est une forme de réponse. Mais pour cela, il faut-il encore qu'il y ait une connexion numérique, il faut-il encore qu'il y ait au bout quelqu'un qui veut bien répondre et tout ça. Donc on est dans cette problématique. Alors aujourd'hui, est-ce que la solution ne sera qu'Internet pour se soigner? Il me semble que c'est pas forcément la seule solution. On a encore besoin du contact, on a encore besoin du toucher. Un médecin, c'est aussi le toucher, c'est aussi l'approche particulière, etc., etc. Et ça, on le dénonce fermement. C'est vrai, hein, Michel, enfin, je partage un peu ton avis. Il y a une multiplicité de réponses sur ces questions médicales. Il n'y en aura pas qu'une, il n'y aura pas que le numérique. Sur mon territoire, par exemple, nous, on va embaucher des médecins directement. C'est-à-dire qu'on va répondre à cette question-là au niveau de la communauté de communes, embaucher 4 médecins et on définit une politique publique territoriale pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de la médecine sur un territoire. Mais si sur ton territoire, tu décides d'embaucher 4 médecins, très bien, pourquoi pas. Sauf qu'il y a d'autres territoires où ils décident d'embaucher des médecins, mais ils n'ont pas de médecins qui veulent être embauchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de réponse. Absolument. Et ce n'est pas parce qu'on a fait une maison médicale, une maison de santé dernier cri qu'il y aura forcément la réponse. C'est un ensemble d'éléments qui feront que peut-être on aura des chances d'avoir des réponses. Alors, j'ai plein de questions là qui arrivent, mais peut-être le plus simple, c'est qu'on commence à poser des questions un peu à l'oral. Ça sera plus vivant et plus sympa. Donc, si vous voulez poser une question très courte, avoir une réponse très courte de Michel, levez la main et on vous ouvre le micro. Alors voilà, Sylvain Lambert en bas à droite, premier écran. Voilà. Sylvain, à vous la parole. Bonjour à tous. Oui, je voulais savoir la position que pouvait avoir la MRF sur le fait d'organiser les élections départementales et régionales sur les mêmes week-ends, nous obligeant à mettre en place 2 bureaux de vote là où il n'y en a qu'un aujourd'hui et à gérer cet ensemble, alors qu'on n'a pas été consulté par M. Debré lors de son étude, en fait. Michel. Oui, très rapidement. Premièrement, c'est pas la première fois. Hein. On a déjà fait. Hein. Moi, je me souviens qu'il y avait forcément les régionales et les départementales en même temps, etc. Donc, simplement, il faut de la souplesse parce que le problématique, c'est quoi? C'est d'avoir suffisamment de monde pour être assesseur et puis pouvoir trouver des réponses locales pour tenir ses bureaux. C'est tout. Hein. Mais franchement, Sylvain Lambert, je pense que ça ne soit pas, c'est pas fondamental en soi, quoi. Allez, une autre question. On essaye d'en enchaîner plusieurs. Levez la main. Allez, Anne. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur le soutien aux commerçants et aux artisans en proximité. L'État a supprimé le FISAC qui permettait d'accompagner l'aide à l'investissement des commerçants et des artisans en proximité. On voit bien qu'aujourd'hui et à la suite de ces 2 épisodes, on va avoir besoin plus que jamais d'accompagner et d'avoir la possibilité d'accompagner le développement du commerce et de l'artisanat. Est-ce que l'AMRF va se positionner sur ce sujet-là? Michel. Oui, bien sûr que l'AMRF va se positionner. À titre personnel, n'oubliez pas que j'étais commerçant toute ma vie. Donc, voilà, le problème, je peux vous dire qu'il y aura des morts hein, derrière le confinement. Là. Ça, c'est clair. Hein, et surtout dans le milieu rural. Il y en a qui ne se remettront pas. Ça, c'est clair. Je ne sais pas d'ailleurs si moi, j'étais encore en activité, je me serais remis. Donc, je suis sensibilisé à ce problème-là. Par contre, ce qui peut être énervant, et c'est cela que sur quoi on se bat, c'est qu'il y a des opérations revitalisation de centre-bourg, opération petite ville de demain. Et ça, c'est suffisamment énervant parce que nous, on souhaiterait quand même qu'il y ait des opérations village de demain. Et quand on dit village, c'est en dessous de 3500 habitants. Hein. Ça veut dire qu'il y ait à ce niveau-là, si ça ne s'appelle pas FISAC, on sait comment c'est. Hein. Il faut que ça change de nom pour que ça fasse neuf. Hein. Mais simplement, on s'en fout, ça, la dénomination. Ce que l'on veut, nous, c'est qu'on prenne conscience qu'il y a une difficulté pour le commerce dans le milieu rural, le commerce traditionnel, et qu'il faut qu'il soit réfléchi et accompagné autrement. Parce que, je vous le dis, le commerce ne se pratiquera plus tout à fait de la même façon demain. Et puis, ce qui m'énerve aussi, ça je le dis parce que je m'en fiche totalement,
je n'arrive pas à comprendre les élus, et notamment les élus urbains, il y en a peut-être parmi nous là, hein, des élus urbains qui sont scandalisés de voir que les centres-villes sont dépeuplés, etc., mais qui ont accepté et qui ont entraîné et qui ont fait que toute l'activité commerciale se déroule à l'extérieur de l'agglomération. Alors la première responsabilité, elle est chez eux. Merci Michel pour cette réponse franche et massive. Allez, une autre question. Levez la main. Voilà. Allez, Yves. Thibault a évoqué tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le mot qu'il a utilisé, démétropolisation en faveur du rural. Et c'est vrai qu'on constate chez nous un arrivage de jeunes couples dans les 10-15 km des grandes villes, assez important hein, depuis quelques mois. Je voulais savoir ce qu'en pensait Michel. Michel, c'est la même chose. Oui, alors ça c'est très simple comme réponse. Il y aura un mouvement, et il y a déjà le mouvement qui est entamé, lié au premier confinement, oui, de retour vers le milieu rural. Alors le premier milieu rural qui sera concerné, ça sera la première couronne. Hein. Oui. Après la deuxième, et si tu te trouves en troisième ou en quatrième, eh ben là tu diras il n'y aura rien de changé. Ça veut dire que tu comprends ce que je veux dire, parce que c'est souvent des métropoles que ça part. Et si on prend la métropole parisienne, nos collègues qui sont, on va dire, dans l'Oise, dans Lyon, là, ils sont déjà, on voit au niveau de l'immobilier, hein, il y a une explosion de l'immobilier. Par contre, ceux qui se trouvent déjà un peu plus loin, ben, il n'y a pas d'explosion particulière. Et la première couronne est plus loin, c'est quoi? Comment? La première couronne est plus loin, c'est quoi? Ben, en général, c'est quand c'est 1 heure et demie de la métropole, c'est là que ça fonctionne, quoi. Après, ça fonctionne beaucoup moins. Puis ça dépend les régions. Si on va dans les Alpes, 1 heure, c'est des fois 1 heure, c'est plus court que en plaine, hein. D'accord. Merci, Michel. Peut-être, alors, est-ce qu'il y a encore une question? Je veux bien poser une question. Allez, vas-y. C'est juste par rapport à la dynamique de création de communs pour les villages ruraux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place qui permettent aux villages ruraux de mutualiser sur certaines infrastructures comme, je sais pas, ça peut être des modèles types de sites internet, ça peut être il y a les communs administratifs qui sont faits par Olivier Jaspard, comme les permis de végétaliser, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des dynamiques de création de communs et de mutualisation de certaines ressources? Michel. Oui, on ne peut pas dire que ça soit parfait, hein. Là, loin de là. On n'est qu'au début des expériences. Pourquoi? Parce que il y a quand même les intercommunalités qui existent. On parlait tout à l'heure qu'il ne fallait pas opposer, et je suis aussi vice-président d'une com d'agglo, moi, personnellement. Donc, je ne suis pas là pour opposer l'urbain au rural, simplement pour essayer de trouver les meilleures façons de fonctionner en complémentarité. Et par rapport à ce que tu dis et aux potentialités plus locales d'associations sur des thématiques précises, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Tu vois, je vais te donner un seul exemple. Je sors hier soir, on avait un conseil, un conseil des maires dans on est 78 maires, d'accord, dans l'intercommunalité. Ben, je peux te dire que les 10 questions qui ont été posées, sur les 10 questions qui ont été posées par rapport à 60 sujets abordés, les 10 questions, il y en avait au moins 8 qui ne concernaient que la commune elle-même, c'est-à-dire posées par le maire. C'est-à-dire qu'il y avait encore le réflexe de dire qu'est-ce que ça va m'apporter à ma commune, moi, et non pas la fait de dire qu'est-ce que ça va apporter à mon territoire, moi. Il y a encore du boulot à faire, hein. Merci Michel. Une dernière question que je voudrais te poser avant de basculer sur l'intervention de Solène. Comment on agit sur l'équilibrage entre les dotations d'État, entre le rural et l'urbain, qui est un vrai sujet? Comment est-ce que, je sais qu'il y a une sénatrice là qui est intervenue, comment est-ce qu'on agit là-dessus? Alors, comment est-ce qu'on agit? Premièrement, il faut être tenace. Ça fait 30 ans qu'on se bat pour que ce déséquilibre, le 1 pour 2 ou le 2 pour 1, rural-urbain ou urbain-rural, bien entendu, il n'y a pas de problème. Quand je dis 2, c'est l'urbain et 1, c'est le rural, hein. Oui. Que ce déséquilibre-là, eh bien, soit revu. Et il y a une sénatrice, Sylviane Noël, qui a fait passer un amendement au Sénat. Il y a une commission paritaire
qui est mise en place depuis hier, c'est pas vieux, hein. Et comment on agit? Eh bien, on agit tout simplement par explication, par précision vis-à-vis des gens, des personnes, Assemblée nationale, Sénat, qui feront partie de cette commission paritaire, pour leur expliquer que ce que l'on souhaite, c'est, on n'est même pas intransigeant des ayatollahs du 2 pour 2. On se contenterait de ce qui est proposé, c'est-à-dire du 1,6 pour 2. Vous voyez, donc ça veut dire que, encore une fois, on essaie d'avancer à petits pas parce qu'on sait que ça sera la seule possibilité. Alors, il y a même chez nous des élus qui le regrettent, parce que je peux vous dire que dans les maires ruraux, il y a aussi des élus, et j'en connais peut-être qui sont présents là, qui seraient beaucoup plus incisifs et beaucoup plus, comment dirais-je, radicaux. Voilà, il y en a un qui s'est reconnu d'ailleurs. Mais bon, il faut savoir gagner au fur et à mesure. N'oublions pas qu'on est paysan hein, dans l'âme. Et le paysan, il doit arriver à ses fins, mais en procédant aussi par malice et par étapes. Merci Michel. Alors, j'espère que tu peux rester avec nous encore une petite dizaine, un petit quart d'heure pour écouter Solène. En tous les cas, j'aimerais vraiment te remercier. Alors, à INSIT, là, sur ces cafés de campagne, on ne peut pas applaudir, mais on peut faire ça comme ça. C'est comme si on applaudissait pour… merci en tous les cas pour ton intervention et tes éclairages. Et bien sûr, INSIT va continuer son partenariat étroit avec l'AMRF, puisque c'est une association dont nous nous sentons très proches, à la fois dans son aspiration et son état d'esprit, son dynamisme également. Voilà, tu vois, il y a plein de gens qui vont mettre des petits claps sur les écrans pour t'applaudir. Alors, je passe maintenant… Merci à vous. Je passe la parole maintenant à Élodie, la directrice d'INSIT, pour qu'elle anime le dernier temps, ce petit quart d'heure devant nous. Si vous pouvez rester pour écouter Solène, ça vaut le coup. Bonjour. Donc, pour cette dernière partie du Café de campagne, on a la chance d'accueillir Solène Cordonnier, qui va se présenter plus en détail, mais qui a fondé un podcast qui s'appelle La Traverse, dont elle va parler, qui parle de transition. Alors, avec leur mot, c'est transition en terrain connu. Donc, qui sillonne les routes de la France pour parler des différentes ruralités et rencontrer des acteurs qui s'engagent, parler des sujets qui nous concernent tous. Donc, Solène, j'ai d'abord une première question. Comment on en arrive à fonder un podcast qui s'appelle La Traverse et qui met en valeur des initiatives rurales? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour parler de mon initiative. Donc, pour revenir un peu sur l'origine de ce projet, ça vient en fait de mes études, conjointement avec 7 autres camarades, donc des études en sciences politiques, mais plutôt des politiques appliquées au territoire, et en fait plutôt même à l'urbain. Donc tout à l'heure, on en parlait beaucoup donc, de la métropolisation. C'est vrai que nous, on avait un cursus qui était assez centré sur les villes et les grandes métropoles. Et pendant nos études, il y a eu des mouvements il y a eu les marches pour le climat, il y a eu vraiment un engouement général pour ces questions, et c'était des sujets qui nous tenaient à cœur. Et en faisant le lien avec nos études, on a commencé à remettre en question le modèle qui nous était proposé du développement territorial au travers de la ville, et de s'interroger sur des façons alternatives de développer la transition écologique. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à s'intéresser aux territoires ruraux, bien que notre formation du coup ne nous y orientait pas forcément. Donc en tout cas, c'est au travers de cette critique qu'on s'est intéressé aux campagnes, et qu'on s'est demandé comment on pouvait en fait travailler pour ces territoires, pour mettre en place la transition écologique dans ces territoires. Et donc on s'est dit que la meilleure façon d'abord de mieux connaître ces territoires, c'était de s'y rendre. Donc on a organisé un tour de France des territoires ruraux et des initiatives de transition qui s'est développée. Et on a choisi donc le podcast pour diffuser cette initiative pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si… Ouais. Non, vas-y, parfait, au contraire. Très bonne transition. Donc en fait, nous, déjà, on était tous
on appréciait beaucoup le format podcast, c'était quelque chose qu'on écoutait souvent. Et ensuite, on a trouvé que c'était un bon moyen de diffuser les apprentissages qu'on faisait pendant ce tour. Donc, ça a été ce choix-là. Et en fait, c'est aussi un appareil. Donc, le podcast, c'est uniquement audio, c'est un format audio, c'est une émission de radio qui est diffusée en ligne. Et c'est un outil assez léger et assez pratique pour se déplacer sur d'un territoire à l'autre. Et c'est ce qui nous a fait choisir ce format. C'est aussi, on trouve, une bonne façon de un peu décloisonner les imaginaires dans un monde où on est tout le temps en phase d'images. En fait, on a tout le temps des vidéos et des images qui nous sont suggérées. Et donc là, d'avoir uniquement des voix à écouter, c'est aussi une façon de ne pas imposer des images aux auditeurs, en tout cas. Et en même temps, de donner la parole réellement aux acteurs et aux actrices de ces territoires qu'on a rencontrés. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple du dernier podcast qui est sorti qui s'appelle Retoucher Terre, avec les intervenants qui parlent en tout cas de leurs initiatives. C'est sur comment on réinvestit les centres-bourgs pour donner un peu une illustration de ce qu'on peut trouver. Oui, alors Retoucher Terre, c'est un peu particulier parce que pour le coup, c'est un hors-série où vraiment là, c'est un enregistrement en direct. Mais le format qu'on a vraiment exploré jusqu'à présent, c'était des portraits de territoire plutôt. Donc à chaque fois, on se rendait sur un territoire et on allait à la rencontre des acteurs de tous ces territoires parce que justement, on trouvait que c'était important de présenter les initiatives de transition sur le territoire dans lequel elles se déployaient et non pas d'avoir une liste d'initiatives complètement déconnectées les unes des autres, mais de montrer qu'il y avait vraiment des dynamiques propres à chaque territoire. Donc la plupart du temps, donc, on allait en tout sur 13 territoires. Je dis territoire parce que le périmètre varie. Parfois, c'était sur une commune, parfois, c'était à l'échelle d'un pays ou d'un PETR, par exemple. Donc, il y a différents territoires qui se dessinent justement en fonction des initiatives qu'on rencontre localement et en fonction des dynamiques qui se trouvent. Donc voilà, la plupart du temps, c'était ce format-là. C'est des témoignages de ces acteurs. C'est des longs entretiens qu'on mène. C'est des entretiens d'1 heure où on cherche vraiment à aller expliciter un peu les représentations de chacun, le rôle de chacun et ce qu'il perçoit de son territoire. Et c'est sur ce format-là qu'on a fait la plupart de nos épisodes. Là, Retoucher Terre, c'est un format un peu plus particulier qui est un enregistrement studio avec différents acteurs pour parler d'un thème à chaque fois. Merci beaucoup, Solène. Est-ce qu'on a des questions un peu, des gens qui ont des besoins de précision par rapport à ce que tu fais et où tu le fais et comment tu le fais? Oui, j'ai peut-être pas précisé, mais l'association est basée à Poitiers, mais les épisodes se retrouvent donc dans toute la France. On a fait, c'est pas tout à fait homogène sur la France, mais en tout cas, il y a eu pas mal d'épisodes dans l'est de la France, des épisodes dans le nord, dans le sud-est. Voilà, il n'y en a pas eu dans le sud-ouest. Si, il y a eu un épisode à Lagrollet du Gers. Ah, Lagrollet du Gers, très beau village du Gers. Oui. Avec un maire très dynamique. Oui, tout à fait. Très juste. Allez, est-ce qu'on a des questions, chers amis? Il nous reste quelques minutes pour Solène. Alors là, est-ce que tu connais, alors voilà, Solène, connais-tu le portail web des initiatives de la transition? Transiscope.org, à ce jour, oui. Plus de 30 000 données en France. Oui, tout à fait, j'ai connaissance de ce Transiscope. Nous, pour le choix des terrains, en fait, on ne sait pas forcément, enfin, on l'a fait un peu par bouche à oreille, notamment, et aussi, en fait, en contactant les représentants départementaux de la MRF. Donc, ça a aussi été une porte d'entrée pour aller sur certains territoires et pour rencontrer les élus locaux, les acteurs de terrain. Ça a été aussi un relais, en fait, pour notre démarche. Alors, une autre question, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Alors, on pourra peut-être transmettre le lien. Donc, les épisodes sont disponibles en ligne sur le site PodCloud. Donc, c'est le podcast La Traverse sur PodCloud. Et sinon, on peut aussi écouter les épisodes sur Deezer, Spotify et à peu près toutes les plateformes d'écoute de podcasts. D'accord, ok. Avez-vous une idée des différents profils des auditeurs? Comment en avez-vous fait la promotion? Oui, alors ça, c'est un point noir un peu du podcast, mais en même temps, je trouve que c'est aussi un avantage, c'est les podcasts, globalement, nous, on n'est pas capable de savoir les profils de nos auditeurs à nous, mais on sait que les podcasts sont globalement plutôt écoutés par des publics urbains et métropolitains, donc c'est un peu un problème parce que
on souhaite aussi, on crée aussi bien les podcasts pour les personnes qui habitent les territoires ruraux, donc que ce ne soit écouté que par des urbains, ça nous semble peut-être une limite. Mais ensuite, on essaye aussi de faire diffuser nos podcasts. À chaque fois qu'on allait sur un territoire, on rentrait en contact avec les radios associatives locales et on leur proposait de diffuser soit l'épisode qu'on était en train de tourner sur ce terrain, soit la totalité de nos épisodes. Donc, Alors, Yannick demande pourquoi pas faire des relais auprès des radios locales. Oui, ben voilà, c'est ce qu'on faisait effectivement. Très bien. Ensuite, on dit, une fois que vous avez fait le Tour de France, quelles sont vos activités aujourd'hui? Alors, à la fin de ce Tour de France, on a écrit un bilan qui s'appelle Graines de résilience et qui retrace un peu les enseignements globaux et surtout qui exprime un peu une méthode, même si on n'aime pas trop le mot de méthode parce que ça varie beaucoup d'un territoire à l'autre, mais en tout cas, des éléments qui permettent d'accélérer les initiatives et les dynamiques de transition sur les territoires. Et en ce moment, on est en train de mettre en place avec plusieurs communes aux alentours de Poitiers un accompagnement sous le format d'une résidence. Donc en fait, on a gardé le côté immersif, mais sur le plus long terme maintenant, avec 3 communes, où on propose de faire un diagnostic de la résilience locale en utilisant le podcast comme un outil de communication, de médiation avec les acteurs du terrain et aussi de mise en récit en fait, de la dynamique de transition qui se met en place sur ces territoires. Donc, voilà. Merci beaucoup, Solène. Il nous reste quelques minutes. Merci pour cette initiative, en tous les cas, on est content d'abord d'en faire la promotion et puis on va continuer à vous suivre et n'hésitez pas à vous connecter sur cette plateforme. Je dois passer la parole, je crois, à Elsa, qui a un message à faire passer à l'assistance. Exact. Tu as vu, j'ai des bonnes informations. Hein. C'est bien. Oui, alors, vous le savez, donc chez INSIT, on fait des cafés de campagne maintenant tous les mois. Et puis, on a développé un peu une communauté qu'on appelle Artisans d'idées, dont vous faites désormais partie puisque vous êtes là aujourd'hui. Ça comprend aussi une newsletter mensuelle et puis des ressources qu'on met en ligne. Et là, en cette fin d'année, on aimerait bien savoir si ces cafés de campagne et toutes les ressources qu'on a développées cette année, elles vous ont été utiles, elles vous ont plu et surtout comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Du coup, on a préparé un petit formulaire. Donc, je vous mets tout de suite dans le chat le lien. Ça prend 5 minutes à remplir et ce serait vraiment chouette si vous pouviez prendre le temps de le faire pour nous faire vos retours, notamment sur les cafés de campagne. Comme ça, en 2021, on fera des cafés de campagne encore plus réussis. Voilà, donc c'était l'instant mesure d'impact de nos activités chez INSIT et je compte sur vous pour aller remplir ce petit formulaire à la fin de ce 3e café de campagne. Alors, Lorenzo a une question. Je le vois lever la main. Oui, tout à fait. En fait, j'ai envoyé plusieurs liens sur le chat et du coup, je m'adresse à Elsa, mais c'est vrai aussi pour Solène et puis pour tous les autres participants. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de riposte créative territoriale? Je ne peux pas le développer, mais j'ai mis le lien. Des chemins de la transition, je pense que ça pourrait t'intéresser, Solène, puisque tu connais déjà effectivement Transiscope. J'ai évoqué également l'appel à commun lancé par Gabriel Plassa de la fabrique des mobilités. Et c'est une nouvelle approche justement qui est intéressante par rapport aux appels à projets. Je pense que là, il y aurait vraiment peut-être des interlocuteurs qui pourraient être intéressés. Et puis, je ne sais plus ce que j'avais évoqué par ailleurs. Par contre, c'est vrai que ce soit pour Solène comme pour Elsa, j'aimerais bien pouvoir rentrer en relation avec vous à l'occasion. Ça se fera peut-être par mail tout simplement. Et vous pouvez soit me poser des questions ou soit répondre à ce que je viens d'évoquer. Merci. Super, merci. On fait passer tout ça et puis c'est bien que Elsa prenne contact avec toi, Lorenzo, pour pouvoir continuer à avancer. Elle a levé un pouce rageur et approbateur. Donc, je pense que ça va se faire. Écoutez, en tous les cas, merci infiniment d'être venus si nombreux à ce 3e café de campagne, un peu spécial avec l'intervention de Michel. Bon, Michel a dû partir, il m'avait prévenu qu'il devait quitter très rapidement le café parce qu'il avait un autre rendez-vous. N'hésitez pas, comme l'a dit Elsa, vraiment à témoigner, à nous dire comment vous pensez ce temps-là, nous alimenter de vos critiques, vos suggestions, parce que l'idée, c'est, bon, ça fait toujours plaisir de se voir au moins comme ça
même si un jour j'aimerais que nous puissions organiser un temps où on puisse se voir physiquement et trinquer à l'amitié, à l'amour et à la joie et à la ruralité. Mais pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais l'important de ces temps-là, c'est d'être utile. Donc, pour être utile, il faut qu'on tape juste et que surtout, vous qui faites partie là, de notre communauté, j'en vois qui sont là depuis nos cafés confinés, n'hésitez pas à nous alimenter en idées, en suggestions, en critiques pour qu'on puisse faire évoluer ce format-là pour qu'il soit le plus utile possible à notre passion commune, que sont les questions de ruralité et au-delà de la ruralité, de penser peut-être un monde un peu plus apaisé, un peu plus bienveillant, un peu plus solidaire et un peu plus utile à chacune et chacun des êtres humains qui ont la chance de partager un bout de cette planète pendant quelques années. Merci infiniment. On vous embrasse à InSite. On fait attention à vous, bien entendu. Revenez-nous en pleine forme en janvier pour le prochain café de campagne. Que la campagne est belle et à très très vite. À bientôt. Adi Schatz, comme on dit chez moi dans ma Gascogne. Au revoir, bonne journée. Au revoir à tous.